Alors voilà, bienvenue chez moi, c'est Manu. On est en Belgique aujourd'hui avec Christophe Godefrio, Ouais, en PNLI. Belgique, ouais. Ouais, t'es en Belgique en ce moment ou t'es déjà en Suisse là? Non, là, je pars samedi matin pour la Suisse. Donc, en fait, c'est vraiment un saut de puce, hein, puisque je vais faire une conférence en Suisse samedi après-midi. On a une après-midi de conférence avec des personnes là-bas à Yverdon. Donc, je pars samedi matin, je prends l'avion ici à Bruxelles, et puis dimanche midi, je suis de retour en Belgique, quoi. C'est D'accord, vraiment un aller-retour, ouais. c'est vraiment vite fait quoi. Est-ce que tu peux te présenter Christophe, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, en fait, euh, la définition que je préfère, c'est celle que mes élèves, que mes apprenants m'ont donné. Je trouve que c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait en me disant que je suis un jardinier de l'humain. Tu vois, ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Je suis un jardinier de l'humain. Je sème, j'élague, je plante. Voilà. Donc, concrètement, ça donne quoi? Ben, j'ai trois approches. Trois approches que je combine. Alors, je les combine quand moi j'accompagne. Hein. Maintenant, quand j'enseigne, puisque je suis aussi enseignant, quand j'enseigne, évidemment, je cadre bien chaque approche dans son champ d'action. À savoir, je suis formateur en PNL, Ok, je suis formateur en hypnose et je suis formé au coaching approche ICF. Voilà. d'accord. Qu'est-ce que c'est l'approche ICF? L'approche ICF, alors au niveau des outils, j'ai envie de dire il y a pas mal de choses qui se retrouvent. Moi, chez eux, ce que j'ai surtout été à chercher, en fait, si tu veux, c'est un peu, comment, c'est pas bête, mais je pensais que j'avais pas suffisamment de structure au niveau accompagnement en PNL parce que j'utilisais pas suffisamment les structures d'accompagnement que j'avais, comme si tu connais la PNL, le score, Oui. comme des choses comme ça, les niveaux logiques ou des choses comme ça, c'est des choses qui donnent de la structure. Moi, j'avais l'impression que j'avais pas de structure pour un entretien. Et donc, je suis allé vers le coaching pour aller chercher de la structure. J'ai eu de la structure, mais je suis surtout revenu avec un chouette outil de questionnement qui s'appelle la maïotique, hein. La maïotique, c'est l'art du questionnement puissant, qui a été l'art d'accoucher les esprits d'ailleurs, hein, qui a Oui, je été crois que développé par Socrate. Ouais. étymologiquement, c'est lié à l'accouchement d'ailleurs, je crois. C'est ça. Ouais. La maman de Socrate était accoucheuse, et donc il a repris ce terme-là, maïotique, mais lui plutôt pour accoucher les esprits. Et comment il faisait pour accoucher les esprits? Ben, en utilisant ces questions puissantes, ces questions puissantes, en utilisant la rhétorique de manière à créer des prises de conscience. Et travailler sur base d'une prise de conscience, même si on ne travaille pas de la même manière en coaching, en PNL, en hypnose, travailler sur une base de prise de conscience, ben, c'est toujours la certitude de travailler sur quelque chose qui va toucher la personne que tu accompagnes, quoi. Et quels sont les principes de la maïotique alors? Qu'est-ce qui rend un questionnement puissant? Qu'est-ce qui rend un questionnement puissant? C'est une bonne question parce que j'ai envie de dire, on m'a pas tellement appris ce que c'était un questionnement puissant. J'ai dû aller chercher moi-même à travers la formulation de mes questions, des questions courtes, pas des questions à tiroir, des questions à rallonge. Plus une question est courte et incisive, et plus elle va provoquer, et plus elle est inattendue évidemment, et plus elle va provoquer chez l'autre une prise de conscience, quelque chose qui va vraiment venir. Donc le coach ou la personne qui accompagne écoute, avec ce qu'il entend, il renvoie le questionnement d'une certaine manière à l'autre. Tu sais, ça peut être simplement sur une formulation. Hmm. Alors c'est un truc un peu bateau, mais la personne qui dit ouais, j'ai tout fait pour lui, et tu y retournes en disant ben, tiens, tu respires mieux maintenant, tu vois. En Ouais. fait, c'est une question qui a aussi en même temps une valeur de question, une valeur de prise de conscience, mais qui en même temps a une valeur de recadrage. Et ça, c'est vraiment intéressant, tu vois. Oui, on Alors, oriente, on oriente par les questions. pardon, on oriente en coaching, et c'est peut-être pour ça que moi je me définis pas comme coach et que je travaille pas suivant l'approche ICF, c'est que ICF, oui, on doit guider le progrès de l'accompagné, tu vois, on doit vraiment être dans la présence et dans l'accompagnement. Maintenant, quand tu dis on oriente, ICF a quand même une volonté d'être non intrusif, de ne pas être, tu sais, dans
Contrairement à la PNL, parce qu'en PNL, évidemment, on est quand même plus interventionniste. Il y a En coaching, il y a beaucoup de techniques d'influence en PNL, oui. il y a beaucoup de techniques d'influence. Par contre, en coaching, on essaie d'être le moins interventionniste possible, de vraiment faire émerger la prise de conscience chez l'accompagné, et de là, de gérer un petit peu, de déterminer un objectif par rapport à la prise de conscience. Puis après là, bah, tu vas travailler avec les outils que tu as. Et donc, il arrive que des coachs travaillent avec des outils PNL ou des outils hypnose, tu vois. Oui. C'est juste la structure d'accompagnement qui n'est pas la même. Et donc, la structure que moi j'ai appris pour travailler en maïotique, ça s'appelle la structure GROW, qui est vraiment très très chouette. Donc, GROW, G-R-O-W, de grandir en anglais. Et donc, 4 phases dans cet accompagnement. Le premier, c'est goal. Donc, la personne arrive avec une plainte, on la transforme en objectif. Ok. OK. Donc, on va explorer l'objectif de manière à le définir le mieux possible. Et ça, c'est vraiment important. Et que ce soit dans n'importe laquelle des 3 approches, hein, que ce soit en PNL, en hypnose ou en coaching, si tu sais pas faire une bonne détermination d'objectif, tu es dans le flanc à tous les coups. Et je connais plein de gens qui savent pas poser une détermination d'objectif. Il y en a Ça, même, c'est grave. il y a même des praticiens aujourd'hui qui ne font pas de détermination d'objectif. Ouais, alors, Je, s'il y a des gens, je sais pas si c'est bien ou pas, mais s'il y a des gens qui vont chez eux, c'est que les gens, ils trouvent leur compte. D'accord? oui. Donc, Ouais, ouais. en fin de compte, ce qui est important, c'est que la personne qui va consulter, eh ben, elle puisse accéder au changement. Après, l'outil que tu utilises, il va correspondre à ta sensibilité, et la personne que tu vas attirer chez toi, elle va aussi venir, elle a aussi un rapport avec ta sensibilité propre. Mm. Je pense que s'il y a des manières différentes de travailler, c'est parce qu'il y a des gens différents à accompagner. Ouais, c'est Et bien là, dit. pourtant, voilà. Mm. Il y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Je sais qu'il y a un petit peu, tu sais, une guerre d'école et machin. pareil. C'est vrai. Je rentre pas trop là-dedans, je m'en fous un petit peu, parce que je peux pas dire moi, j'ai pas envie de dire que je représente un style. Je suis un petit peu, tu sais, c'est pas freestyle, mais je voyage un petit peu en fonction de la personne que j'ai en face de moi. J'essaie de faire preuve de souplesse et de m'adapter en permanence avec toute la boîte à outils que j'ai. Donc, je peux pas dire que je suis le représentant d'un style, et je voudrais pas être le représentant d'un style. Mm. Je voudrais pas me figer, m'enfermer dans une espèce de dogmatique comme ça, tu vois, où Ouais. on est bien rigide dans sa façon de penser. Voilà. J'essaie d'utiliser les outils que j'ai pour m'adapter à la personne. Je pense que maintenant, si les praticiens ont du monde, s'il y a des gens qui viennent chez eux, et même s'ils font pas de détermination d'objectif, mais que la personne change, bah, c'est que ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, Ouais. tout simplement. Ouais. Enfin, en tout cas, dans le système GROW, c'est le goal, l'objectif. Donc, ouais, on vient à ça, ouais. Ouais. Merci de me ramener, parce Ouais. que, alors, tu vas remarquer ça, comme je suis passionné, comme beaucoup de passionnés, j'ai une tendance Je comprends, ouais. à partir un petit peu sur des chemins de C'est traverse, tu il y a vois. la pensée arborescente. Je Voilà, comprends. c'est ça. Ok. Et donc, merci Manu de me ramener à notre propos. Le R, c'est reality. Et dans D'accord. le reality, on va vraiment explorer la personne, explorer ses contraintes, explorer ce qu'elle vit en ce moment, explorer ses difficultés, tout ça. Voilà, on va vraiment explorer tout ça. D'accord? Euh, Après, il y a le O. Attends, je me rappelle ce que c'est le O. Option, voilà. Le D'accord. O, c'est option. Et donc, option, on va là ouvrir le champ des possibles. D'accord. D'accord? On va ouvrir le champ des possibles. Et c'est là que tu vas. Alors, dans le reality et dans le option, tu vas poser tes outils. Tu vas arriver avec tes outils PNL, hypnose, systémique, analyse transactionnelle. Bon, en fait, pendant la formation coaching, j'ai aussi fait de la systémique et de l'analyse transactionnelle. Ouais. Parce que ça fait partie de la boîte à outils qu'on mettait à notre disposition. Je me suis formé chez Coaching Ways Belgique, qui est une excellente école, avec un gars qui est vraiment un gars qui a. C'est une personnalité, tu vois. C'est vraiment un gars qui m'a impacté de par sa personnalité, de par son envie de partager. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a du caractère. Il s'appelle Max Meulemans. C'est vraiment une des personnes qui m'a donné envie de faire l'accompagnement, même si, encore une fois, je fais pas de coaching. Voilà. Et alors, le will, c'est willing, c'est gérer gérer le progrès, gérer la volonté, gérer le passage à l'action. Voilà. Ça, c'est les grandes étapes du grow. Et dans le grow, à chaque fois, donc, à chaque étape, tu vas poser des questions en coaching. Tu vas poser des questions de manière à amener la personne, pour chaque étape, à une prise de conscience et à mettre
en place elle-même son plan de progrès. Voilà. Ça, c'est vraiment la manière de travailler. Donc, tu as Encore une fois, t'as déjà une structure. Ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, d'avoir une structure dans le questionnement, questionnement sur l'objectif, sur la réalité, sur les options et sur le passage à l'action, quoi. oui, mais après, cette structure-là, quand tu réfléchis bien, tu la retrouves dans le score. Oui. Parce que dans Est-ce le que tu peux score, repréciser le score? alors je vais le préciser. Donc le score, c'est un outil qu'on utilise en PNL, c'est un outil en 5 étapes, où d'abord, effectivement, tu vas t'intéresser aux symptômes Ouais. et aux causes. D'accord? Donc symptômes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, pourquoi tu te sens pas bien, machin. On va s'intéresser un petit peu aux causes pour savoir d'où ça vient. Tu vois? Alors, dans les thérapies orientées solutions, on a oublié parfois un petit peu, on dit oui, il faut s'intéresser au comment, prendre le machin à partir du moment où il vient. Je pense que si tu t'intéresses pas aux causes à un moment donné, tu travailles juste sur le symptôme. Et qu'est-ce que tu fais? On sait bien, quand tu travailles sur le symptôme, tu fais un déplacement de symptômes. Souvent. Souvent, il y Ouais. a compensation ou il y a retour du Pas d'accord symptôme. avec moi, Manu? Souvent. Je suis tout à fait d'accord, oui. Ouais. Ouais. Après, Si tu travailles que sur le... se perdre dans la recherche de cause, ça peut aussi être problématique. C'est peut-être une question d'équilibre. C'est ça. Il faut pas se perdre. Il faut pas y passer la séance, d'accord? Mais c'est intéressant de savoir où on vient, d'où on vient et savoir où on va, d'accord? Et donc, on va s'intéresser aux causes pour savoir quel a été le déclencheur de cette problématique, d'accord? Ouais. Et puis, on va s'intéresser à l'objectif, on va déterminer l'objectif, on va s'intéresser aux ressources, et puis on va futuriser, on va projeter la personne dans son objectif atteint, et on va aller chercher les effets de l'objectif atteint. Et là, on va encore amplifier les ressources. Et donc, moi, je trouve que ce score-là, c'est vraiment une bonne structure d'accompagnement aussi. Ouais. C'est une structure d'accompagnement qui peut aussi... Il y a de l'hypnose là-dedans déjà. Il y a de la projection mentale, il y a de l'amplification au niveau des ressources, des émotions. Est-ce que quand tu fais de la PNL, en fin de compte, il y a autre chose que de l'hypnose? Parce que c'est une question que je me pose, tu vois. J'allais te poser la question justement. Est-ce que la PNL c'est de l'hypnose ou est-ce que ça n'en est pas? Bah, la PNL est quand même... Voilà. Je sais, au début des années 70, 70, pardon, je parlais français puisque... Non mais on comprend, 70, 90, c'est bon, ouais, on connaît. ouais, Hein, c'est ça. ouais, ok, On est entre la Belgique et la 70. Suisse, on connaît, pas de souci. Voilà, ok. Euh, donc, en 73, quand Bandler et Grinder ont créé la PNL, ils ont été modélisés Milton Erickson, qui est le père, un des grands penseurs de l'hypnose moderne, hein, de la manière dont on la pense aujourd'hui. Ils ont été modélisés aussi Fritz Perls, Oui. qui est le fondateur de la Gestalt thérapie, hein, donc thérapie des émotions. Et puis, ils ont été modélisés aussi Virginia Satir, qui est une des fondatrices de l'école de Palo Alto, du courant de Palo Alto, le Mental Research Institute, et qui, elle, était surtout versée dans la thérapie familiale. Ouais. Donc, ces gens-là, qui étaient des thérapeutes hors du commun, hein, des thérapeutes qui avaient quand même des résultats hors du commun, ont servi au départ, de par la modélisation que Bandler et Grinder ont fait. Donc, modélisation, c'est quoi? C'est reproduire ce qui est reproductible dans la structure de la façon de travailler de ces gens-là. Et en s'inspirant d'eux, Bandler et Grinder se sont dit, bah, si on fait la même chose avec les mêmes séquences, on va obtenir les mêmes résultats. Ok? Donc, on peut considérer quand même que, pour moi, d'accord, je pense qu'il y a au moins 50% d'hypnose dans la PNL. Certainement. Et donc, oui, c'est très très fort influencé. D'ailleurs, je pense qu'aux States, on sépare pas les deux. On n'apprend pas la PNL sans hypnose. Ici, je sais pas pour quelle raison, à un moment donné, ça a divergé. On a enseigné la PNL sans hypnose. Sans hypnose formelle, parce qu'en fin de compte, quand tu bosses en PNL, tu es quand même très souvent en état de conscience modifié. Oui. Oui. Je pense qu'à un moment, la PNL, c'est venu dans le monde de l'entreprise, principalement, dans les activités de vente. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de PNListes comme moi qui ont appris à la base dans la technique de vente, où on te parlait jamais de transe ou d'état de conscience ou de choses comme ça. Mais effectivement, les écoles américaines de NLP, de PNL, te parlent tout le temps de transe, d'hypnose ericksonienne, de choses, d'hypnose conversationnelle, de choses comme ça.
Aujourd'hui, Et il y a c'est une... peut-être parce que en entreprise, l'hypnose est moins vendeuse. Quand tu travailles Ouais. avec des gens qui doivent vendre, Hum. bah tu peux pas leur dire tu vas mettre ton client en transe, quoi. Oui. Donc je pense que c'est l'orientation qui, là, on dit souvent la fonction crée l'organe. Ouais. Bah voilà, je pense que c'est l'orientation qui a fait qu'à un moment donné, Hum. la PNL et l'hypnose se sont désolidarisées en Ouais. Europe chez nous. Mais il me semble qu'elles sont peut-être un peu en train de se retrouver maintenant. Je pense qu'il y a il y a encore une confusion, à mon avis, beaucoup de gens qui pratiquent l'hypnose, qui se demandent s'ils devraient apprendre la PNL, et la plupart ont fait de la PNL sans le savoir, notamment tous les gens qui ont suivi des formations type hypnose ericksonienne ou même hypnose humaniste, où il y a une base de PNL qui est vraiment présente, quoi. Je sais que Olivier Lockert, qui a créé l'hypnose humaniste, s'est quand même formé avec Paulo Pironet, avec Ouais. Paul Pironet, qui est un Ah, de qui mes est mentors. Hein, un et PNListe pur et dur, probablement. quoi. Pardon? C'est vraiment un grand PNListe, Paul Pironet. Oui. Ouais. Paul Pironet, bah écoute, c'est la personne qui m'a le plus influencé dans ma manière de faire de la PNL. J'ai eu trois formateurs différents, puisque au départ, j'ai commencé par la PNL humaniste. Justement, ça c'est un peu bizarre. PNL humaniste, Ok. c'est une forme de PNL qui se donne ici en Belgique. Hein. C'est une petite école qui est près de Nivelles. Le fondateur d'ailleurs de l'école s'appelle Alain Lausier et sa compagne s'appelle Marulus Doche. C'est des gens avec qui j'ai vraiment appris à kiffer ça, quoi. Ouais. C'est vraiment des gens qui m'ont donné plein de bonnes choses, tu vois. Et je suis toujours reconnaissant de m'avoir mis le pied à l'étrier. Après, bah Polo, ça a été la première personne à me faire confiance et à me permettre à me développer. Je pense que si je suis qui je suis aujourd'hui, je dois en grande partie à Polo qui m'a fait confiance et qui m'a quelque part mis le pied à l'étrier et qui m'a vraiment donné envie de faire ce job parce que c'est quelqu'un qui a un charisme très communicatif, qui a une passion Ouais. très communicative, qui a une façon très didactique et très pratique d'enseigner la PNL. Et moi, Très épuré, en fait. c'est ça. Ouais. Quand je travaille, que ce soit quand j'enseigne, hein, que ce soit en PNL ou en hypnose, je garde le même principe. C'est-à-dire que je reste sur 2 tiers de pratique pour 1 tiers de théorie. Ouais. Je me dis, ça sert à rien de remplir le néocortex si tu fais pas travailler le cerveau limbique. Et donc, à un moment donné, je mets les gens en action, je les fais pratiquer. Et les gens, quand ils sortent de la formation, c'est pas juste des gens qui ont la tête bien remplie. Ouais. C'est des gens qui savent déjà guider, accompagner une. Alors, évidemment, pas en base PNL. Si tu fais un base PNL, c'est surtout pour travailler sur soi, c'est surtout pour installer les bases. Mais des gens qui sortent d'un praticien, c'est des gens qui sont à l'aise avec l'accompagnement. Ils ont pratiqué, Ouais. ils l'ont un peu dans les tripes, en fait, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Je le remets dans les tripes, je les fais bosser, à la fois sur eux et à la fois sur le process. Chacun travaille les outils et comme accompagné, et donc ça s'intègre en profondeur. C'est pas uniquement une connaissance théorique. Ouais. Ce qui est le cas trop souvent, à mon avis, beaucoup de théorie, peu d'application, et des praticiens qui sont lâchés dans la nature et qui ont peur de leurs clients, en fait. Pour moi, c'est une grosse connerie. Ouais. Mais ça, c'est mon avis, d'accord? Hum. Je juge personne quand je dis ça, mais la théorie, en fin de compte, tu peux la trouver dans les bouquins, tu peux la Ouais. trouver sur le net. J'ai une bibliothèque hypnose et PNL qui compte à peu près pour les deux quelque chose comme 500 bouquins. Ouais. Tu vois? Tu trouves tout là-dedans. Tu trouves tout là-dedans. Il n'y a qu'une chose que tu trouves pas, c'est la pratique. Ouais. Tu as des formations en ligne qui sont hyper bien faites, où on va t'apporter vraiment une théorie impeccable, où les gens sont vraiment à la pointe de la recherche en matière de théorie, et ils vont vraiment te donner ce qu'ils font mieux. Et ce qu'ils donnent, c'est génial. Hum. Mais il n'y a pas de pratique. Or, pour moi, dans ma vision des choses, s'il n'y a pas de pratique, la personne derrière, elle va rien en faire. Ouais. Elle va, en fait, si tu veux, la personne qui achète une formation théorique sans pratique, c'est une personne qui, alors qu'on sait, hein, tu sais, quand tu travailles quand tu enseignes en hypnose, en PNL, les gens, leur principale difficulté, c'est de passer à l'action, Oui. c'est de commencer à accompagner. Ils ont peur, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ont Non. peur de faire des conneries.
s'ils n'ont jamais pratiqué auparavant, s'ils font juste une formation théorique et qu'ils n'ont jamais pratiqué, eh ben, il y en a 8 sur 10 qui vont jamais passer à l'action. C'est souvent, Et donc, souvent leur le cas. pognon, et malgré la qualité de la formation, hein, encore une fois, la qualité n'est pas en cause. Mais malgré la qualité de la formation, à la fin, ils n'auront rien parce qu'ils ne vont pas pratiquer. Et ils vont ranger ça dans un tiroir et ils vont se dire, ah oui, un jour j'ai fait de la PNL, j'ai un diplôme de PNL. Ouais. Ou un jour j'ai fait de l'hypnose et j'ai un diplôme d'hypnose. Mm. C'est bien, ça garnit bien les murs. Oui, ça fait joli, oui, c'est vrai. Comment on pourrait définir la PNL? Qu'est-ce que c'est pour toi la PNL? Parce qu'on parle de PNL, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur ce que c'est que la PNL, et même des gens qui la pratiquent. Alors, on va faire simple, d'accord? Ouais, Je vais reprendre en gros la définition de Polo parce que c'est la plus concise que j'ai trouvée jusque maintenant. Donc, P pour programme, ça ok, parle de nos apprentissages. C'est vraiment tout ce qu'on a mis en place et surtout tous les apprentissages qui sont devenus inconscients. Par exemple, tu sais, au début, quand tu conduis une bagnole, t'es pas à l'aise, tu dois regarder rétroviseur, tu dois équilibrer les pédales, changement de vitesse, machin. C'est difficile. Tu conduis 1 heure, t'es crevé, tu t'es rincé, tu vas dormir. Et puis, en fin de compte, au bout d'un certain temps, bah, tu rentres dans ta voiture, tu mets le contact et tu dois plus systématiquement penser à toutes les actions que tu dois faire. C'est devenu un programme, un apprentissage qui est rentré en grande partie dans l'inconscient. Et on en a des tas comme ça. ouais, Quand tu marches, tu ne dois pas réfléchir comment tu fais un pas. Quand tu parles, tu ne dois pas réfléchir comment tu crées les mots. Pour ouvrir une porte, tu ne dois pas réfléchir comment ça s'ouvre une porte. Il y a vraiment plein de choses comme ça qui fonctionnent de façon complètement automatisée. Et en fin de compte, c'est ça qui devient le problème. C'est que nos programmes, ils fonctionnent tellement bien de façon automatique qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme tu prends une route. Tu prends cette route-là pendant 10 ans, tous les jours, tu prends la route et tu roules la même vitesse au même endroit. Et imagine que pendant la nuit, il y a un rond-point qui a poussé sur la route et ton comportement automatique, il va faire que bam, tu vas ouais, prendre le rond-point. Parce que tu ne sais pas repasser en pilote manuel, tu es en pilote oui, automatique tout le temps. Donc en PNL, on va travailler sur nos apprentissages et on va t'apprendre à repasser quand il faut, à utiliser tes programmes quand il faut, mais à repasser en pilote manuel quand il faut. Alors, neuro, ça fait référence à notre système neurologique, en fait, surtout à la manière dont on va découvrir le monde autour de nous. C'est-à-dire qu'on découvre le monde à travers nos 5 sens. mhm, On est soit, on a un sens visuel, on a un sens auditif, on a un sens kinesthésique, le toucher, ouais, on a un sens olfactif, l'odorat, et on a un sens gustatif. C'est quand même cette expérience sensorielle-là qui va être notre principale porte d'accès sur le monde qui nous entoure. mhm, En fonction du sens qu'on va utiliser dans une expérience, l'expérience va prendre une teinte, va prendre une signification, va prendre une texture, va prendre une odeur, va prendre une couleur différente. Et cette couleur-là, et là on arrive au L linguistique, la couleur particulière qu'on va aborder en utilisant un sens en particulier, ça va repasser dans notre langage. Et donc, l'expérience d'une personne repasse dans sa manière de le dire. d'accord. Quand on entend comment la personne raconte son expérience, on sait intervenir sur l'expérience. Alors, Polo résume tout ça en une phrase. Il dit c'est un peu pompeux, mais en fin de compte, la PNL, c'est quoi? C'est l'analyse et la reproduction de l'excellence humaine. L'analyse et la On analyse, reproduction de l'excellence humaine. D'accord. voilà. On analyse ce qui fonctionne et on se dit que, alors pas en surface, mais en profondeur, si on reproduit la structure de ce qui se passe, si on refait la même chose, on obtient le même résultat. Et donc, en fin de compte, si tu connais quelqu'un qui fait bien quelque chose et que tu vas le modéliser, c'est le terme qu'on emploie en PNL, hein, pour aller analyser et reproduire, si tu modélises cette personne, au lieu de partir de zéro, comme pour tout apprentissage, tu vas peut-être partir de 50, 60, 70, et donc progresser beaucoup plus vite dans cette voie-là. Voilà. Et Et donc c'est ça. on peut se modéliser soi-même aussi. On peut aussi se modéliser soi-même dans les comportements que... Quand on a un comportement qui fonctionne bien et qu'on veut le transposer à autre chose, effectivement, on peut se modéliser soi-même. Oui, oui, absolument. Ok.
il y a d'autres stratégies qui sont courantes en PNL. Je pense aux ancrages notamment. Ouais. Tu utilises Alors, ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ancrage déjà? Parce que qu'est-ce que c'est un ça ancrage? peut être beaucoup de choses, non? Alors, tu sais, on a alors, je vais dire notre inconscient. Je discutais avec un pote hier qui me disait, oui, avec la découverte en neurosciences, on parle de moins en moins d'inconscient. Ils disent que l'inconscient, ça n'existe pas. Ok. Alors, on va parler de processus inconscient. D'accord. Dans nos processus inconscients, on a un stockage des informations qui datent depuis les premières informations qu'on a prises. Tout est stocké quelque part, depuis les premières informations qu'on a prises. Donc, tu parles de même la vie intra-utérine à la limite. Bah, à mon avis, on a déjà développé une sensorialité dans la vie Ouais. intra-utérine. Alors oui, je pense qu'on prend une série d'informations dans la vie intra-utérine. Et puis, tu sais, même maintenant, on parle d'épigénétique. Oui. Si tu admets que l'épigénétique, c'est la science qui analyse le fait qu'effectivement, on peut transmettre autre chose que des informations génétiques, c'est-à-dire des informations événementielles Ouais. par rapport à des traumas, par rapport à des choses qu'on a vécues, qu'on peut les transmettre aux générations futures. Ben, c'est pas nouveau. Entre nous, soit dit, c'est pas nouveau. Si tu prends un petit peu les les livres fondateurs de notre civilisation, c'est-à-dire entre autres la Bible, eh ben, il est écrit dans certains endroits, ben, tiens, si tu fais ça, je te bénirai toi et ta descendance sur X générations. D'accord. Donc, Qu'est-ce que c'est sinon des... de Ouais, l'épigénétique. Ouais, il y avait déjà une connaissance intuitive de ce mécanisme-là. Ouais. ouais, je pense, ouais, Ok. je pense. Et donc, effectivement, alors, donc, revenons à l'ancrage, hein, je me recentre un petit peu. D'accord. Tu vas chercher une ressource, imaginons que tu aies envie de ressentir du bien-être. On va te demander d'abord, tiens, c'est quoi pour toi le bien-être? En te demandant ce que c'est pour toi le bien-être, on te remet dans une expérience de bien-être, parce que tu vas devoir te le représenter. Oui. Tu sais, on ne peut pas ne pas se représenter. Oui. Hein? Donc si je te dis, tiens, c'est quoi pour toi le bien-être, tu vas te reconnecter à une expérience de bien-être pour aller chercher l'expérience. Et je vais te dire, tiens, dans quelle expérience tu as déjà vécu ça? Et tu vas me sortir l'expérience dans laquelle tu as déjà vécu ça. Et puis je vais te dire, tiens, quand tu repenses à cette expérience, pour toi, là, c'est plutôt une couleur, c'est plutôt une lumière, c'est plutôt un son, c'est plutôt une sensation, c'est plutôt une odeur, c'est plutôt... Donc je travaille sur les 5 sens. Je vais aller chercher le sens que la personne utilise pour se représenter son expérience. Une fois que j'ai isolé ce sens-là à travers le langage, à travers ce qu'elle me dit, je vais aller reprendre ce sens-là. Imaginons que la personne me dise « Ah, mais c'est plutôt une couleur. » Ouais. Je dis « Ok. Alors, c'est quelle couleur pour toi le bien-être » Alors, je vais faire comme si je le faisais, d'accord? Comme ça, eh ben, c'est plutôt du bleu ciel. Ok. Ce bleu ciel-là, quand tu m'en parles, est-ce que tu le ressens quelque part en toi? Et la personne va dire, ah oui, je le ressens plutôt là, dans la poitrine. Ok, bien. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est juste imaginer que tu as une table de mixage. Alors, plus tard, on va apprendre aux gens à travailler sur ce qu'on appelle les sous-modalités, c'est-à-dire la représentation subjective de l'expérience. Mais quand on commence à travailler avec les gens, on ne va pas rentrer dans ces subtilités de langage de PNListe. On va leur dire, t'imagines que tu as une table de mixage, et ce bleu-là, tu vas l'augmenter jusqu'à ce que tu ressentes encore plus de bien-être. Et d'ailleurs, quand tu représentes ton bien-être là, tu peux dire que tu es à combien de pourcents? Et la personne, elle va te dire, je sais pas, 60, 70. C'est une représentation subjective. Ça n'a rien de réel, mais pour elle, à ce moment-là, c'est ça. Pour elle, c'est réel. Voilà. Ouais. Tu lui fais monter avec sa table de mixage, tu fais monter 80, 90, 100, et puis tu fais monter au-delà de 100, 120, 110, 120 pour lui montrer que c'est possible et qu'on peut exploser son échelle. Et quand tu vois que la personne elle est vraiment bien, qu'elle est vraiment dans son truc, qu'elle est vraiment au summum du bien-être, tu lui dis ok, maintenant tu vas juste faire un geste qui te rappelle ce moment de bien-être. Alors un geste que tu peux reproduire facilement mais que tu ne fais pas tous les jours. Et la personne va trouver naturellement un geste qu'elle va refaire. Ça marche avec un geste
ça peut marcher avec une image, ça peut marcher avec une pierre, ça peut marcher avec un objet, on s'en fout. L'avantage du geste, c'est que tu l'as toujours sur toi. Oui. Tu vois, si tu prends une image, ou si tu prends une pierre, ou si tu prends un autre objet, ben, si tu oublies ton objet, tu es dans la merde parce que tu vas pas savoir évoquer ton... Ouais. Voilà. Mais par contre, si tu vas chercher peut-être un mot déclencheur, ou peut-être un geste, ça c'est quelque chose que tu as toujours sur toi et que tu peux déclencher à volonté. Et donc, un ancrage, c'est l'association entre une ressource que tu vas amplifier et un déclencheur. Et cet exercice-là, tu vas le refaire 5 fois, 6 fois, 7 fois, jusqu'à ce que les deux soient bien associés. C'est-à-dire ton déclencheur, ton geste et la ressource. Une fois que c'est bien associé, eh ben, il suffira de reproduire ton geste ou de dire ton mot pour retrouver instantanément quelque chose de la ressource. Alors au départ, tu vas peut-être pas le retrouver aussi puissamment. Peut-être que tu vas devoir encore travailler un petit peu pour le rendre plus puissant. Mais en tout cas, dès que c'est connecté, dès que tu vas faire ton geste ou que tu vas prononcer ton mot, tu vas te remettre dans cette ressource. Voilà, ça c'est, je pense, une définition relativement simple d'un ancrage. Je pense que c'est une bonne explication. Donc il y a vraiment une notion d'entraînement pour ancrer les ancrages, une forme de réflexe conditionné en fait. C'est un peu le chien de Pavlov, quoi. C'est comme avec la... Tu sais, chez nous, il y a une gueuse. Tu vois, la gueuse, c'est une bière de Bruxelles. Hein? Et avec la gueuse de Bruxelles, il y a une publicité avant qui disait « Au plus que tu la goûtes, au mieux que ça te goûte. » D'accord. Ouais. Et ben, voilà, ça c'est très belge, c'est très bruxellois comme au plus que tu la goûtes, au mieux que ça te goûte. Et ben, c'est pareil. Au plus tu vas entraîner ça, au plus tu vas développer ta sensibilité, au plus tu vas pouvoir rentrer facilement. D'accord. Ok. Et ouais, là on voit vraiment dans ton explication le lien entre la PNL et l'hypnose. On sent bien. Oui, hein. Ouais. Et ça passe pas forcément par des états d'endormissement ou de demi-sommeil en fait. Il n'y a pas d'état d'endormissement en PNL. On travaille pas avec des transformels. Ouais. Généralement, et on travaille pas. Alors ça, c'est encore une fois purement en Europe. Parce que si tu regardes le livre Transformation de Bandler et Grinder, il y a des techniques d'induction de trans. Oui. Bah, d'ailleurs, le titre, c'est Programmation neurolinguistique et technique d'hypnose ericksonienne, transformation. Oui, exactement. Exactement. Et effectivement, il y a beaucoup d'induction et il est beaucoup question de trans. Ouais. Oui. Mais par contre, dans notre façon de pratiquer en Europe et dans ma façon de pratiquer la PNL de façon générale, je dis dans ma façon de pratiquer la PNL parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Quand je pratique l'hypnose, en fait, je fais l'inverse. C'est-à-dire qu'en hypnose, je fais une induction formelle et j'amène souvent de la PNL derrière. Oui. Mais d'abord, restons sur la PNL pour ne pas nous égarer. Parce que sinon, je vais encore céder à ma tendance à la digression. On reste sur la PNL. Donc, la PNL, quand on travaille en PNL, on travaille régulièrement en état de conscience modifié. Ouais. Quand on travaille une évocation multisensorielle, comme celle qu'on vient de faire en allant chercher la ressource, eh ben, effectivement, tu vas travailler en état modifié de conscience. Si en plus de ça, tu fais fermer les yeux à la personne et que tu l'associes à l'état, associer, c'est quand la personne est dans l'état. En fait, si je dois évoquer, si je dois donner la différence pour les gens qui ne connaissent pas entre associer et dissocier, associer, on voit les choses avec ses yeux, on les expérimente avec son corps, dissocier, on se voit dans l'expérience. Ouais. Un petit peu comme si on regardait à la télé. Donc dissocier, c'est plus quand on est sur des ancrages négatifs ou des sensations pénibles ou des choses comme ça. Dissocier, c'est ce qu'on utilise par exemple pour travailler les phobies. Ouais. On va mettre la phobie à distance d'abord pour la revivre en neutralisant le déclencheur émotionnel. Et puis après, on va réassocier une fois que le problème sera... Alors, on va pas entrer dans des trucs trop techniques pour le moment, parce que sinon on va perdre beaucoup de monde. Mais en fin de compte, c'est ça. Tu provoques, tu mets les choses sur un écran à distance, tu regardes le film, et une fois que tu as regardé le film et qu'il te convient bien, eh ben, tu vas te réassocier à l'expérience, et là, tu vas revivre les choses différemment. Maintenant, quand tu fais un ancrage négatif, par exemple, moi, personnellement, je travaille pas en dissocié. Ouais. C'est-à-dire que comment je vais travailler
une désactivation d'encre, par exemple. Donc, désactivation d'encre, c'est quoi? C'est, tu es dans une situation et systématiquement, quand tu revis cette situation, tu as la même impression négative, tu as le même truc, le même mood qui revient et qui est pas sympa. On va pas laisser la personne avec ça, on va bouger ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour bouger ça? Eh ben, on va d'abord demander à la personne d'identifier le déclencheur. On va identifier le déclencheur, le truc. Et ici, sans faire d'évocation multisensorielle, ça veut dire sans amplifier le truc, on va ancrer. Alors, ce que je fais généralement, c'est ancrer sur le genou. Je dis, OK, tu vas chercher ça, tu mets la main sur le genou. Et puis, je dis à la personne, tiens, imagine que ça soit complètement résolu. Tu accèdes à quoi? Et là, on va aller chercher la ressource. Et je dis maintenant à la personne, bon, cette ressource-là, imagine que tu peux l'amplifier. Et là, je vais vraiment donner de la puissance. Là, je vais faire une évocation multisensorielle. Je vais vraiment donner beaucoup de puissance à cet ancrage positif. Et puis, après, je vais ancrer sur l'autre genou. D'accord? J'ai lâché l'ancrage négatif, entre-temps. Ouais. Donc, ancrage négatif, je le pose. Et une fois qu'il est posé, je retire. Puis, je vais aller chercher mon ancrage positif, j'amplifie, je donne plein de puissance, j'ancre sur le genou droit, et puis je lâche. Après, je vais faire un truc bizarre. Alors les gens qui vivent ça, tous ils bug. Ça fait un gros bug dans la tête, mais après c'est génial. Je vais dire à la personne, maintenant tu vas rechercher ton truc, ton déclencheur négatif, et maintenant tu mets tes deux mains en même temps sur tes deux genoux. Et quand tu as bien travaillé, il va se passer il va y avoir un bug, il va y avoir un court-circuit dans le cerveau. Comme tu as amplifié le positif, le positif il va passer au-dessus, il va venir écraser le négatif. Et après, quand la personne va chercher à retrouver l'impression négative qu'elle avait avec le déclencheur, elle va plus la retrouver parce que le chemin il est bousillé. Ouais. Et donc, c'est vraiment un électrochoc. Tu actives les deux ancrages en même temps et ça explose, quoi. Alors, génial. Est-ce que systématiquement, c'est l'ancrage positif qui prend le dessus? Si l'ancrage positif prend pas le dessus, c'est que tu l'as pas suffisamment amplifié. Ouais. Il faut vraiment donner de la puissance. Et évidemment, plus tu as un ancrage négatif de merde, plus tu as un truc pas gai, là, et plus tu dois donner de la puissance à ton ancrage positif. Ouais, bien sûr. Il y a possibilité d'additionner les ancrages aussi. On peut effectivement empiler des encres quand t'as pas assez. Si tu vas chercher un premier ancrage, tu vas l'ancrer, puis tu vas chercher une deuxième expérience où tu as vécu ça, tu vas ajouter, puis une troisième, puis une quatrième pour refaire un super ancrage. Et effectivement, c'est toujours la possibilité. Maintenant, je vais te dire que dans ce cas de figure-là, quand je travaille sur une désactivation d'encre, je travaille pas un empilage d'encre en même temps. Ouais. Tu préfères amplifier un seul ancrage et le rendre le plus puissant possible. Ouais. Ouais, et même si je dois recommencer 2-3 fois, alors ma croyance par rapport à cette technique, c'est que je la loupe jamais. Ouais. Et je l'ai jamais loupé jusque maintenant. Donc ma croyance, c'est que je suis sur cette technique-là, je suis en mode bulldozer. Ouais. Ah, c'est vraiment le côté magique de la PNL, parce que cette technique-là, on peut l'appliquer en 3 minutes, quoi, finalement. Ça peut aller très vite. Ouais, c'est hyper simple et hyper puissant. C'est une technique que j'enseigne en ce qu'on appelle le PNL essentiel. Donc c'est la formation de base de 4 jours en PNL. Ouais. C'est une technique que j'enseigne en PNL essentiel et c'est une technique qui dégage des trucs mais monstrueux, quoi. C'est vraiment hyper puissant comme technique. Ouais. Il y a une infinité d'applications possibles de cette technique, en fait. Moi, quand j'entends des praticiens qui sont toujours en train de réclamer des scripts ou des protocoles, mais à chaque fois j'ai envie de leur dire mais apprenez la PNL, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, quoi. La désactivation d'ancrage, effectivement, on peut exposer plein de choses avec ça. Il y a parfois un désamour de l'hypnose pour la PNL. Tu sais, un petit peu comme si et tu sais, en fait, le réflexe de protection, il est légitime. Les gens qui bossent en hypnose et qui ont cette liberté des enfants de l'hypnose, ouais. Ils ont peur d'aller se figer avec des protocoles. Ils ont peur d'aller se rigidifier avec des protocoles. Et ils ont raison d'avoir peur. Mais parce qu'ils ont peur, ils ne seront jamais rigides. Ils vont donner de la souplesse au protocole, ouais. Et ils vont pouvoir l'adapter. En fait, moi je trouve que le mariage des deux, hypnose et PNL, c'est un mariage gagnant à tous les coups. Ouais. Moi je viens de la PNL au départ, tu vois, et donc j'ai découvert l'hypnose par la suite, mais je pratique
quand je pratique en cabinet, je pratique jamais l'un sans l'autre. Oui, ouais, ça va ensemble, quoi. Une approche, Ouais, une approche globale, quoi. ouais, Ouais. c'est une approche globale. On peut dire que la Et PNL pourquoi, donne une structure. s'il te plaît? On peut dire que la PNL donne une certaine structure à une pratique qui serait complètement freestyle sinon, quoi. La PNL donne de la structure à l'hypnose Hmm. et l'hypnose donne de la souplesse à la PNL. D'accord, ok. En fait, si tu veux, Structure et il y a, souplesse. Ouais. il y a dans la sagesse juive, il y a Hmm. un proverbe que j'aime beaucoup qui dit: vous ne pouvez donner que deux choses à vos enfants, des racines et des ailes. Les racines et des ailes. Et j'ai vraiment l'impression que la PNL donne des racines à l'hypnose et que l'hypnose donne des ailes à la PNL. Je comprends. C'est une belle définition. Ouais. Ouais. Voilà. Avant de conclure, j'ai une petite série de questions. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu conseillerais comme ça? Si jamais dans toute ta bibliothèque tu pouvais garder qu'un seul bouquin, ce serait quoi? Waouh. N'est-ce pas? Ça. Ah, Alors par punaise. exemple, si on reste sur les livres plutôt PNL, qu'est-ce que tu Ah ouais. recommanderais? Si tu me cadres sur les bouquins purement PNL, On va je restreindre un dirais peu. que je dirais que le bouquin qui moi m'a le plus. Alors, il y a un bouquin qui est transversal. D'abord, un bouquin qui est transversal, qui est le bouquin de mon ami Patrick Esch, Patrick qui est H, ouais. le guide des protocoles hypnose et PNL. Celui-là, il est jamais très loin de moi parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne. Et puis, c'est bien d'avoir cette thématique où tu peux aller chercher, tiens, pour tel problème, j'ai tel éventail de protocoles. Ce bouquin de Patrick Esch, c'est vraiment, je le recommande à tous les gens avec qui je bosse. C'est vraiment un super bouquin. Et là, vraiment, c'est vraiment un super investissement pour les gens qui ont vraiment envie de n'acheter qu'un bouquin. Mais il faut vraiment que ce soit des gens qui soient formés. Oui. Parce que si des gens qui ne sont pas formés vont vers ce genre de bouquin, ils vont se perdre, ils vont faire des conneries parce qu'ils n'ont pas les bases nécessaires pour l'utiliser. Et tu sais, en fait, il vaut mieux apprendre les choses bien que apprendre des conneries. Parce que quand tu apprends des conneries, c'est beaucoup plus difficile de les faire Oui. une fois que c'est devenu un automatisme. Et Effectivement, donc, il y a le guide des protocoles en PNL et hypnose ericksonienne de Patrick Esch, c'est connu. Et moi, j'ai connu des hypnos qui l'utilisaient, mais en le lisant, comme ça, en séance, tu sais. Ce qui veut dire qu'ils l'utilisaient comme un livre de recettes, mais qui n'avaient pas la compréhension des principes qu'il y a dans les protocoles. alors, tu vois, je m'avance un petit peu en disant ça, mais Patrick est un ami. C'est quelqu'un qui a une souplesse d'esprit incroyable. C'est Mmh. quelqu'un qui est vraiment. En plus, c'est un danseur, Patrick. C'est un danseur de tango, tu vois. Ouais. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est un danseur de tango. Et, euh, et il a toute cette créativité, ce mouvement, cette fluidité, cette légèreté. Et ça se retrouve dans qui il est. Alors, j'ai du mal à imaginer que mon ami Patrick ait pu créer un bouquin pour que les gens le lisent ou pour que les gens soient rigidifiés Bah, par ce qu'il apporte. il est pas responsable de ce que font les lecteurs, hein, en même temps. C'est ça, Ouais. c'est ça. Dans son esprit, je n'imagine pas qu'il ait pu le créer dans cet esprit-là. Je Voilà. pense pas non plus. Et je pense Ah, pas que ce soit la majorité de son lectorat non plus. Je crois pas. je pense pas. Sinon, purement PNL, je reviens purement PNL. Alors, je recommanderais le livre d'une de mes formatrices, qui est, en fait, donc je t'ai dit, j'ai eu trois formateurs, hein. J'ai eu Mmh. Alain Lausier et Marie-Luce Doge, j'ai eu Paulo Pironnet, et ma troisième formatrice en PNL, ça a été Christiane Gros. Christian Gros. Christiane Gros, qui est une formatrice suisse, qui est une théoricienne de la PNL géniale. Elle a créé un modèle qui s'appelle le modèle métaprofil, qui est un modèle de structure de la personnalité qui se base sur les métaprogrammes. Donc les métaprogrammes, Mmh. structure complexe de la pensée. Ça mériterait Elle, un épisode à part entière, les oui, métaprogrammes. c'est ça. Ouais. C'est ça. On va pas trop rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ce bouquin de Christiane Gros, qui s'appelle Coacher avec la PNL, la caisse à outils du pédagogue du 21e siècle, c'est un bouquin que je recommande également pour ce qui est de la PNL. Voilà. Ok. Euh, Je le note, je le mets sur ma liste. Christian Gros, ouais,
Tu disais coacher avec la PNL? Coacher avec la PNL, la caisse à outils du pédagogue du 21e siècle. D'accord. Coacher avec la PNL et le guide des protocoles en PNL et hypnose de Patrick Esch, ça c'était tes recommandations, quoi. Ouais, après en hypnose, il y en a aussi plein que j'aime bien, hein. Évidemment, le bouquin de Lockert, à mon avis, est un incontournable. Le bouquin Hypnose d'Olivier Lockert, c'est un bouquin sommatif qui est hyper bien fait. Alors bon, il y a des gens qui vont aimer et pas aimer, suivant qu'ils se sentent proches de Lockert ou pas. Moi, je rentre pas là-dedans. Et le bouquin de Thierry Melchior, Créer le réel. Créer le réel. Ouais, ça c'est deux bouquins qui pour moi sont des références en hypnose. Alors évidemment j'aime beaucoup, mais ça c'est vraiment une question de sensibilité. J'aime beaucoup les bouquins de Kevin Finel aussi, parce que Kevin Finel est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un avec qui je me sens bien. C'est quelqu'un qui a une chouette sensibilité, qui m'apporte beaucoup. J'aime bien sa façon de formuler les choses. Tu sais, c'est un artiste. C'est quelqu'un de très élégant. Son élégance, oui. On en avait parlé. Oui. Il y a Démocratie sous hypnose de Kevin Finel qui est très très intéressant. Alors, dans un autre genre. Alors, Kevin Finel et Jean Dupré, hein, il faut pas oublier Jean Dupré, oui. Jean qui est vraiment un grand expert de l'hypnose conversationnelle. Hein. Donc, Kevin Finel et Jean Dupré ont fait ce bouquin Démocratie sous hypnose, qui est un bouquin qui analyse en fait les discours et les affiches des politiques à travers effectivement les outils de l'hypnose qu'ils utilisent, les biais cognitifs qu'ils utilisent, tous les outils de psychologie qu'ils utilisent. C'est vraiment un bouquin qui est vraiment super intéressant, effectivement. Peut-être pas pour la pratique de l'hypnose, mais à titre informatif personnel et pour pas se faire avoir par ces bidonnages, eh ben, je pense que c'est vraiment un bouquin intéressant. Ouais, je pense que comprendre les mécanismes de l'influence, ça permet aussi de comprendre comment les gens se retrouvent pris dans des systèmes de croyances aussi. Oui, absolument. Ça, c'est clair. Non, c'est vraiment super intéressant. On n'a pas parlé beaucoup des croyances, tiens, quand on a parlé de la PNL. La PNL on peut en parler, oui. La PNL a aussi beaucoup d'outils pour aller déloger les croyances, pour aller travailler sur les croyances. Et entre autres, un outil qui est commun à la PNL et à l'hypnose pour aller bouger, pour aller dégager les croyances, c'est toute la panoplie des recadrages. Oui. On sous-estime souvent la puissance des recadrages. Mais en fin de compte, on fait jamais que ça. On fait jamais que ça. Quand tu fais une désactivation d'encre négative, qu'est-ce que tu fais d'autre qu'un recadrage? Tu vois? En fait, tous nos outils, ils servent juste à faire du recadrage. C'est la base de notre art. Qu'on soit PNListe ou qu'on soit hypnothérapeute ou accompagnant en hypnose, la base de notre travail, c'est le recadrage. Vraiment de changer le cadre de référence alors. Ou comme en photographie, suivant le cadrage, on n'a pas le même résultat. On peut soit changer le cadre, soit changer sa position par rapport au cadre, soit changer sa manière d'interagir avec le cadre. On peut travailler le recadrage par questionnement aussi. On aurait pu parler du métamodèle aussi. Il y a tellement de choses à dire sur la PNL. Il y a tellement de choses à dire sur la PNL. Bah oui, on peut. Ah, écoute, c'est pas pour rien qu'il y a des formations. Hein. Oui. C'est pas en une heure qu'on va faire le tour. Métamodèle linguistique. Alors, encore une chose qui relie évidemment l'hypnose et la PNL, parce que le métamodèle linguistique, qui est un modèle de précision au niveau du questionnement, au niveau du langage, a été déduit de son inverse, qui est le Milton modèle, et qui est un modèle flou par excellence, qui va permettre effectivement, qui permettait à Milton Erickson d'amener les gens dans des représentations très très subjectives. Une partie de vous va faire certaines choses. Ouais, je ne sais pas quand. L'un et l'autre se complètent parfaitement. Oui. Un pour la précision, l'autre pour la créativité et l'imagination. Un plutôt cerveau gauche, l'autre plutôt cerveau droit. Ouais, ok. Ouais. Une question. Je pense que ce sera une tradition dans les interviews après. Quel conseil tu donnerais au Christophe débutant que tu étais quand tu as débuté avec la PNL, avec l'hypnose? Si tu pouvais remonter le temps et te donner un conseil, ce serait quoi? Oh là là. J'ai tout vécu avec tellement d'émerveillement, tu vois. Chaque épisode que j'ai vécu dans mon chemin, PNL, hypnose, coaching, à chaque fois, ça a été une grande découverte. Je pense que
le conseil que je peux me donner, mais c'est celui que j'ai jamais cessé de pratiquer, c'est ne cesse jamais de te laisser émerveiller. En fait, tu sais, il y a des gens que ça révolte un petit peu quand on parle de magie par rapport à nos arts, mais il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique, même si on sait bien que, oui, la responsabilité reste chez l'accompagné, la responsabilité reste chez le client. Mais maîtriser des outils comme ça, des outils où on va travailler avec les représentations des gens, avec le langage, avec cette précision-là, où on va vraiment travailler sur les formulations, où on va vraiment permettre aux gens de grandir simplement avec une phrase. Tu sais, je constate souvent ça m'émerveille vraiment aussi. Je travaille beaucoup avec des jeunes qui sont très abîmés par la vie. Ouais. Des jeunes en qui on n'a jamais cru parce que c'est des jeunes qui vivent dans des quartiers à qui on prêterait pas 5 balles, tu vois. Ces jeunes-là, personne croit en eux. Ils sont souvent très très abîmés. Ils ont une estime d'eux-mêmes qui est à la ramasse. Et quand tu leur montres, mais de façon subtile, que tu crois en eux, en leur disant, bah tiens, petite présupposition, hein, dis, bah, regarde, quand tu auras réussi ça, quand tu auras fait cet exercice et que tu l'auras réussi, eh ben, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes me le dire. Tu vois, sous-entendu, je sais que tu vas le réussir. Et j'attends que tu viennes. Eh ben, le gamin, il va s'ouvrir, il va sourire, tu sais, il va vraiment s'épanouir. Et à travers des petites touches comme ça de peinture, tu crées un tableau fantastique. Et ça, maîtriser le langage comme ça, maîtriser ces subtilités du langage, ça a quelque chose de magique. Et je pense que le jour où je cesserai de m'émerveiller de tout ça, alors j'espère que ça arrivera jamais, hein, je te le dis, mais je pense que le jour où je cesserai de m'émerveiller de tout ça, le jour où je cesserai de croire à la magie, le jour où mes élèves arrêteront de m'appeler Merlin, parce qu'il y en a qui m'appellent Merlin, je pense que j'arrêterai, parce que ça n'aura plus de sens pour moi. Donc, le conseil que j'aurais donné, c'est ne cesse jamais de t'émerveiller. Ouais. Ne cesse jamais de t'émerveiller. C'est un beau conseil, Christophe. Ouais. C'est très inspirant. On va s'arrêter là. Tu m'as dit que tu étais en conférence en Suisse, c'est samedi alors? Alors, on fait une après-midi conférence. L'hypnose au cœur des émotions, c'est ça? L'hypnose au cœur des émotions, c'est à Yverdon-les-Bains, à l'espace Phoenix. Il y a un événement qui traîne sur Facebook, mais si les gens sont intéressés, ils peuvent toujours me contacter aussi. Donc c'est à Yverdon-les-Bains, c'est samedi de 14 à 18. Ouais, ok, c'est ça. Bon, il y aura un lien de l'événement dans la description du podcast. Et tu fais un essentiel PNL prochainement aussi? Alors oui, tu sais, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Hein, ouais. J'ai plusieurs casquettes. Et entre autres, je suis enseignant. Et donc, pendant l'année scolaire, je suis assez pris. Et donc, tu enseignes la sécurité, c'est ça? Alors, je travaille avec des jeunes. J'ai un petit peu deux casquettes. Je travaille avec des jeunes abîmés, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec des jeunes qui ont besoin vraiment plus de projets spécifiques. Mais je travaille aussi avec des jeunes qui se destinent au métier de la sécurité et qui font une 7e année de spécialisation à la fin des humanités. D'accord. Et donc effectivement, et dans ce cadre-là, je leur donne des outils de gestion de l'agressivité, des outils de gestion de l'agressivité physique, et entre autres, je suis professeur de self-défense professionnelle. Voilà. Okay. Donc c'est ce que je fais pendant l'année. Et donc je profite de toutes les périodes de vacances scolaires pour m'adonner à mes grandes passions que sont l'hypnose et la PNL. Donc en fin de compte, je suis un mec pleinement heureux, tu vois, parce que je fais que des choses que j'aime. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je veux dire, avant ça, j'étais manager, je gérais une équipe de 25 personnes. Ouais, tu donnais des ordres, quoi. Voilà. Donner des ordres, mettre la pression. Je me faisais chier. Franchement, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Je sais comment on fait pour gérer des équipes. J'ai souvent géré des équipes. Ça m'amuse pas.
Ouais. Ça m'amuse plus d'autonomiser les gens, ça oui, ça Oui. m'amuse. Mais par contre, bosser comme ça, bosser avec des jeunes avec qui que tu peux voir grandir, enseigner la PNL, enseigner l'hypnose, ça c'est vraiment des trucs qui me font kiffer. Et aujourd'hui, je fais plus que des choses que j'aime. Ouais. Voilà. C'est génial. Donc, Ouais. prochain stage hypnose PNL chez toi, c'est quand? Donc, alors, on fonctionne un peu bizarrement, c'est-à-dire que début juillet, j'ai un PNL essentiel 4 jours. Ok, Fin août, j'ai un praticien PNL à Namur. Et en d'accord. fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je fais pas un programme d'hypnose complet. Je Hum, fais pas le programme d'hypnose de la base. Comme je t'ai dit, moi, je sépare pas les deux. Et donc, je fais un programme d'hypnose court pour les praticiens en PNL. Alors, Ouais. pas seulement les gens qui ont été formés chez nous, hein, tu Hum, vois, les gens qui sont praticiens en PNL et qui ont les bases nécessaires. C'est-à-dire des gens qui connaissent déjà, qui savent ce que c'est une synchronisation, qui ouais. savent ce que c'est un calibrage, qui savent travailler avec, justement, on parlait du métamodèle, avec les métaprogrammes, qui savent ce que c'est des sous-modalités, qui connaissent toutes les bases de la PNL et de l'hypnose. En fait, c'est des choses qui sont en Ouais. commun. Et en Et fin de ben, compte, ils ont acquis l'essentiel de l'hypnose à travers la PNL. Le reste, c'est de la mise en forme, en fait. alors, le reste, je travaille avec eux. Je travaille avec eux la structure d'une séance d'hypnose. Hum, Je travaille avec eux la mise en transe, les approfondissements, le signaling, la sortie de transe. On travaille les métaphores ouais. et on travaille plusieurs approches au niveau mise en transe. Donc on voit des inductions rapides, puisque en fait, moi j'ai été formé à la classique, j'ai été formé à l'éricksonienne, j'ai été formé aux deux. Donc on va travailler des approches de mise en transe en classique et des approches de mise en transe en ericksonienne. Alors j'ai la chance pour ça d'être accompagné par une dame qui est ma complice déjà depuis quelques années. C'est quelqu'un que j'adore, avec qui j'ai développé vraiment une très très grande complicité, qui est une hypnothérapeute. Elle est psychologue clinicienne au départ. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui a des bases solides au niveau théorique. Donc elle a une approche plus ericksonienne et donc on travaille ensemble et là où elle est la plus forte, c'est elle qui intervient, là où moi je me sens plus fort, c'est moi qui interviens et on est tout à fait complémentaires là-dessus pour cette formation-là. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on propose et donc je travaille avec un centre de formation luxembourgeois Hum. qui s'appelle People Prime Time. Hein, People donc prime time. Ok. ouais, je travaille avec People Prime Time et qui m'offre vraiment une très très chouette infrastructure de travail. Donc les formations PNL, je les donne à Namur. J'ai une collègue qui donne les formations PNL à Luxembourg. Hum, Et pour le moment, le praticien hypnose, on le donne qu'à Luxembourg. Alors, d'accord. je vais te dire un truc, c'est un petit peu un kiff aussi. C'est pas vraiment Luxembourg, c'est à Schengen. Alors, je sais pas si tu connais le Luxembourg. Schengen, c'est aux trois frontières entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Ouais. Et c'est le long de la Moselle luxembourgeoise, Hum, c'est au milieu des vignes. Le cadre, il est à tomber là. C'est un cadre idyllique, tu vois. C'est un peu le paradis sur Terre. ouais. Et donc, on donne la formation dans ce cadre-là. Voilà, c'est génial. D'accord. Ça fait envie, hein. Ouais. Et tu sais, les formations PNL que je donne ici à Namur, Hum, alors je donne évidemment la théorie en salle de cours, mais quand le temps le permet, tous les exercices pratiques, je monte à la citadelle de Namur. Alors c'est une hum, citadelle qui a été mise en forme par Vauban, donc ouais. sous Louis XIV. Hum, C'est une très très grande citadelle qui domine la ville. Et en fait, je vais faire tous les exercices pratiques à la citadelle. Donc c'est génial aussi. d'accord. Un cadre inspirant, quoi. Voilà, tout Ouais. à fait. Alors ça, je vais te dire un truc, c'est un petit peu quelque chose c'est un petit peu un truc que Polo m'a transmis aussi, parce que moi j'ai bossé avec lui après à l'Oignan-la-Vanoise, donc quand il fait son université d'été, Hum, et donc lui, le matin il donnait la théorie en salle de cours, et l'après-midi on prenait le téléphérique, on allait à 2000 mètres sur le plateau du Mont Bochor, et on allait faire les exercices pratiques à 2000 mètres sur le Bochor. Je me suis dit, mais c'est génial. Faire les ouais. exercices en extérieur, ça implique tout le corps, tu vois. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est grandiose, ça implique les émotions. Hum. Et donc, j'ai gardé l'idée, quoi. Ouais, je pense qu'on n'est pas dans le même mode d'apprentissage que dans une salle de classe, quoi. Ça doit Absolument. vraiment ouvrir au niveau de la transe et de la créativité. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Ouais, ça donne, ouais, ça fait envie là, ça me donne envie de sortir de chez moi, tu vois. Bah Christophe, merci beaucoup pour ton partage.
Je t'en prie, Manu. Ça va faire Merci, plaisir de passer ce moment vraiment, avec toi. c'était super intéressant. J'arrête l'enregistrement, puis on peut débriefer 5 minutes si tu veux. Bien sûr. Ok, merci à toi.